Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous sommes quotidiennement submergés par un raz-de-marée d'opinions, de récits et de messages de propagande. Toutes ces raisons nous ont décidé à mettre un terme à la guerre commencée par les néo-nazis en Ukraine. C'est parfait. De quelle manière des journalistes d'un pays agressé peuvent-ils rendre compte d'événements qui les touchent personnellement? Les gens voient des roquettes. Il est insensé de gagner la guerre contre la Russie et de perdre l'Ukraine. Nous devons vraisemblablement partir du principe que M. Navalny est décédé. Comment rendre compte de l'action d'un gouvernement qui les contraint à l'exil, car l'exercice de leur métier est trop risqué chez eux? Tu peux l'insérer, n'est-ce pas? Oui, tout est prêt de notre côté. Que dirait Navalny en ce moment? Il dirait « Pourquoi vous êtes si triste? Il faut vous battre ». Le journalisme basé sur les faits peut-il être une réponse à la propagande? Comment contrer la désinformation au quotidien? La vérité doit se fonder sur des faits, non sur des suppositions. Ce principe, les collaborateurs de Radio Free Europe, Radio Liberty à Kiev et l'équipe d'Ost-West TV à Berlin l'appliquent tous les jours. Nous les avons suivis dans leur travail. On était le mercredi 23 février. Nous étions à Kiev, occupés à mettre la touche finale à notre émission. En effet, le jeudi soir, c'est la diffusion en prime time de Skims sur la première chaîne en Ukraine. On était sur le point de terminer le montage quand j'ai annoncé que je devais me rendre à Lviv. On nous avait dit qu'on serait contraint de délocaliser tous nos bureaux à Lviv en raison du risque d'une invasion russe. En tant que chef de notre département d'enquête et investigation, je devais en parler à nos journalistes. Mais personne ne pensait qu'une telle chose serait possible. Je suis allée à Lviv dans la nuit du 23 au 24. Je suis arrivée à l'hôtel vers 1h du matin. Je me suis couchée et quelques heures plus tard, la sonnerie de mon téléphone m'a réveillée. J'avais aussi reçu des SMS. Quand j'ai allumé la télé, ça a été le choc. Natalie Sedlecka est journaliste et citoyenne ukrainienne. Elle rend compte d'une guerre qu'elle subit personnellement. Ses reportages s'adressent au public en Ukraine, en Russie et dans le reste du monde. Cependant, et contrairement aux correspondants de guerre venus de l'étranger, Nathalie couvre un conflit qui a lieu chez elle, dans son pays. Nous voici à Lviv, dans nos bureaux provisoires. Un provisoire qui dure déjà depuis plus de 2 mois. Привіт. 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 C'est une histoire sur le manque de transparence des autorités. Une enquête de la rédaction Skims. Natalie Sedlecka dirige la rédaction de Skims, un magazine d'investigation de Radio Svoboda, le nom ukrainien de Radio Free Europe, Radio Liberty. Cette station a été créée en 1950 par les États-Unis. Durant la guerre froide, elle émettait depuis Munich. Aujourd'hui, elle est financée par le Congrès américain. Radio Free Europe, Radio Liberty, produit un programme diffusé en ligne en 27 langues. Au cours des années passées, les journalistes de Skims ont mené plusieurs enquêtes retentissantes, ce qui leur a souvent valu des relations conflictuelles avec les puissants de leur pays. Retournez la caméra! Ne me poussez pas, qu'est-ce que vous faites? Voici ma carte d'identité, je suis journaliste. Les reportages de Skims sont régulièrement récompensés par des prix internationaux.
D'accord, parlons-en rapidement. Passons en revue notre planning. Sacha, on a publié hier un article sur les gros débiteurs de Ukrenergo, les oligarques qui n'ont pas payé pour le dispatching. C'est curieux de constater que cette actualité est en tête sur le site internet de Radio Liberty depuis 2 jours. Elle a déjà atteint 150 000 vues. On peut en conclure que les gens s'intéressent à de tels sujets parce que c'est une histoire d'injustice. Alors que certains sont contraints de donner jusqu'à leur dernier sou, d'autres, des milliardaires, ne payent même pas leurs dettes. J'ai choisi le journalisme d'investigation parce que j'aime pouvoir changer les choses grâce à mon travail. Ça m'aide beaucoup en ces temps de guerre. Au lieu de me morfondre en pensant que je ne suis qu'un être humain qui ne peut pas stopper la guerre, ici, on fait notre travail du mieux qu'on peut. On traite de sujets brûlants en mettant l'accent sur les aspects importants de la guerre. On réalise nos reportages avec toute notre conviction. Bien, je vous remercie. Bonne journée à tous. Au revoir. Kirilo Ovsiani est data journaliste. Durant les premières semaines de guerre, la vérification factuelle des renseignements sur les actes commis par l'armée russe est quasiment impossible. À l'aide d'images satellites, il tente d'y voir clair dans le brouillard des informations. Là, c'est Mariupol. Et là, c'est le dernier charnier que j'ai découvert hier. Tout ce que les habitants des lieux ont pu nous dire, c'est que les Russes creusaient des fosses dans le cimetière. Mais en fait, ça s'étend sur plus de 300 mètres. Combien de personnes y sont enterrées? On l'ignore. Mais d'après le maire, il pourrait s'agir de 2 à 3 000 cadavres. Les alertes aériennes rythment le quotidien. Au cours des premières semaines du conflit, la rédaction s'attache essentiellement à consigner les événements de la guerre. Toute l'Ukraine, presque toute l'Ukraine. Les gens voient des roquettes. La guerre en Ukraine dure depuis presque 2 ans au moment de nos prises de vue. Le journaliste de télévision russe Anton Trigoub vit à Berlin. Lui aussi est directement touché par ce conflit. Grâce à ce billet, j'ai pu quitter Moscou 4 jours avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je vais essayer de le conserver pour le restant de mes jours, parce que j'ai eu la chance de quitter la ville le 20 février. J'avais prévu de partir le 27, mais mes parents ont réussi à me convaincre que quelque chose ne tournait pas rond en Ukraine et qu'il valait mieux que je retourne en Allemagne. Anton Trigoub est reporter et présentateur de Ost-West TV, une chaîne qui émet à destination d'un public russophone et qui est l'un des derniers médias indépendants en langue russe. Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Ost-West. La chaîne est privée et principalement financée par la redevance versée par les abonnés au câble en Allemagne. Elle fait partie d'un bouquet de chaînes payantes et publie gratuitement ses contenus sur YouTube, ce qui génère des recettes publicitaires. Le prix Hans-Joachim Friedrichs 2022 est également décerné à Ost-West TV. Félicitations. Le travail de la chaîne a notamment été récompensé par ce prestigieux prix de téléjournalisme et par le prix de la Fondation nationale allemande. Quand l'invasion a commencé, j'étais sous le choc. J'ai passé la première semaine dans le brouillard. Mais ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai passé 1 mois à faire l'interprète, c'est-à-dire à aider les Ukrainiens à communiquer avec les autorités allemandes. Au bout de ce mois, j'ai décidé de contacter Ost-West TV.
Les reportages d'Ost-West TV sont critiques aussi bien à l'égard du gouvernement russe que de la guerre d'agression contre l'Ukraine, ce que Moscou voit d'un mauvais œil. Je ne suis pas sûr de figurer sur toutes les listes d'interdiction d'entrée des forces de sécurité russes. Mais selon nos informations, les autorités russes seraient au courant de notre présence ici. Je ne voudrais pas mettre ma liberté et ma vie en péril pour vérifier la véracité de ces infos. Je n'ai plus rien à faire à Moscou. Les Russes qui choisissent l'exil ne partent pas vers une capitale européenne en particulier. Cependant, à Berlin, ils sont nombreux. Anton était arrivé ici pour ses études. Dès 2017, j'ai envisagé de m'installer en Allemagne. Après la petite expérience que j'ai eue de la vie politique russe, j'en étais arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de place en Russie pour des gens comme moi. Notre tâche principale est de lutter contre la propagande russe. Mais aussi d'apporter de l'aide aux personnes russophones, qu'elles soient originaires d'Ukraine, de Russie ou de tout autre pays qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Nous avons également un troisième objectif. C'est d'expliquer aux Allemands que Poutine fait tout pour persuader les gens à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la Russie, qu'il n'y a que les Russes qui le soutiennent. Mais ce n'est pas le cas. C'était quand? Le 27. Le 80e anniversaire de la fin du siège de Leningrad a été une nouvelle occasion pour Poutine de claironner son discours habituel, à savoir, la Russie s'est battue contre les nazis, et donc la guerre qu'elle mène en ce moment est justifiée. C'est alors que Poutine a déclaré dans son discours que les idées néo-nazis gagnaient du terrain dans certains pays baltes. Et proliféraient là-bas. C'est ça. Dans plusieurs pays européens, la russophobie fait partie de la politique d'État. Nous ferons tout, absolument tout, pour contrer et éradiquer définitivement le nazisme. La russophobie, la xénophobie et le nationalisme sont devenus les instruments des revanchistes dans de nombreux pays européens, ainsi que dans les États baltes et malheureusement en Ukraine. À plusieurs reprises, ces dernières semaines, Poutine a déclaré que le nazisme était en pleine expansion dans les États baltes. Ruslan, mon rédacteur en chef, nous a fait remarquer que Poutine avait déjà dit ça au sujet de l'Ukraine avant de l'attaquer. C'est donc le slogan de base de la propagande russe. Une fois arrivé au pouvoir, le président Zelensky, au lieu de répondre à la demande de paix du peuple ukrainien, est tombé, tout comme ses prédécesseurs, sous l'influence d'éléments radicaux, de ceux qu'on nomme en Ukraine les naziks. La rhétorique du Kremlin fait partie d'une véritable stratégie militaire. Faut-il craindre un passage à l'acte? Ou cela restera-t-il purement théorique, à savoir un outil parmi d'autres dans ce qu'on appelle la guerre de l'information? Que cherche à obtenir le Kremlin avec de telles déclarations? Pour y répondre, il faut absolument interroger des experts et faire des recherches dans ce qui a déjà été publié. Je pense qu'il nous faudrait l'avis de 2 experts militaires et d'un spécialiste en propagande. D'accord. Le but de leur travail n'est pas d'être les premiers ni les plus rapides, mais de vérifier les informations qu'ils diffusent. Un journalisme basé sur les faits, c'est leur engagement vis-à-vis de leur audience. Si ce qu'on affirme n'est pas fondé sur des faits, c'est une supposition. Ce n'est pas un outil approprié pour un journaliste.
Le moindre élément que l'on présente, le moindre fait que l'on découvre, doit être vérifié. Parce que la vérité doit se fonder sur des faits, non sur des suppositions. Bien, on va commencer. Lieutenant-colonel Paasikivi, je vais démarrer l'enregistrement. Parlons de la rhétorique de Poutine. Quand il parle de nazis dans les États baltes, est-ce une tentative de préparer les Russes à une autre guerre? Il dit « Les Ukrainiens ne sont pas les seuls à vouloir déstabiliser et détruire la Grande Russie. Il y a aussi certains Baltes. » Dès que la Russie aura restauré sa capacité militaire offensive avec des forces terrestres, elle va devoir désigner un ennemi. Cet ennemi est éminemment ciblé. Ce sont ceux que le Kremlin qualifie de nazis. Sauf que la rhétorique du Kremlin, c'est « Ouest égale nazi ». Il s'agit là des bases essentielles pour tout type d'attaque, puisqu'on se trouverait dans la simple continuité de la Grande Guerre patriotique et de la guerre contre l'Ukraine. Ça colle parfaitement à cette rhétorique. Merci, mon colonel. Continuez comme ça. Au revoir. Quasiment toutes les familles russes ont eu à souffrir des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit avec un grand-père tué au combat ou une grand-mère morte pendant l'occupation, le traumatisme de cette guerre est encore énorme dans la population russe. Poutine a été très malin d'investir l'histoire de la Grande Guerre patriotique pour sa propagande. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose d'autre en Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Il a dit quoi à propos de l'agenda médiatique? Il a dit qu'il s'agit d'un comportement habituel de la Russie. Il pense que cette rhétorique est indispensable aux autorités russes. D'accord. Elle sert aussi à justifier la précarité économique auprès de sa population. D'après notre entretien, j'ai l'impression que cette rhétorique est utile avant tout aux autorités russes. D'après lui, toutes ces actions ciblent surtout l'intérieur du pays. D'accord. Anton fait le montage d'un reportage sur un récit de propagande russe, selon lequel des nazis seraient à la manœuvre dans les pays baltes. Quel pays l'avait lancé? L'Ukraine peut-être? Ouais, c'est ça. Les États baltes. Alors il faut anéantir ces pays baltes. Les effacer de la surface de la Terre. Mets-le dans le passage sur les problèmes qui peuvent survenir durant des exercices militaires. Il y a quelques années, un magazine d'information indépendant a mené une enquête sur le fonctionnement du système de propagande en Russie. Selon cette enquête, il existerait une liste de recommandations, ou comme on l'appelle en russe, raznariadka. C'est une liste de sujets à traiter obligatoirement. Ils envoient une copie à Rossiya 2 et une autre à la première chaîne. Et ils exécutent les ordres. Voilà comment, sur des sujets clés, le pouvoir politique impose son récit à la presse. Poutine vient par exemple de dire que dans les États baltes, certains individus étaient qualifiés de sous-hommes, d'Untermensch. Certains États baltes ne se contentent pas de réécrire l'histoire et de justifier les actes d'anciens bourreaux. Les revanchistes et les néo-nazis se sont même inspirés de l'idéologie et des méthodes d'Hitler. Dans les pays baltes, près de 10 000 personnes sont considérées comme des sous-hommes. Le Kremlin diffuse régulièrement de nouvelles variantes de ce narratif. Et à chaque fois, Anton Trigoub va réagir. Son rôle de journaliste est de prouver qu'il s'agit d'affirmations et non pas de faits.
On est toujours au taquet, parce que chaque jour apporte son lot d'infos, et on doit suivre l'actualité en permanence. Mais contrairement à d'autres médias, nous ne disposons pas de beaucoup de ressources. En fait, notre travail, c'est un peu comme courir un marathon à une allure de sprint. Selon Poutine, l'Ukraine, et désormais aussi les pays baltes, seraient infiltrés par les nazis. Et la mission de la Russie serait de les combattre, comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'où vient ce récit ? La réponse nous ramène à Kiev en 2004, la Révolution orange. Depuis cette année, le gouvernement russe tente de rattacher les réformateurs ukrainiens, les Ukrainiens de l'Ouest et l'idée ukrainienne en général à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le récit du Kremlin a connu un premier temps fort lors de la révolution de Maïdan. Certains groupuscules scandent des slogans problématiques dans les rues. Un avant-goût d'antisémitisme se répand. Tout cela a déjà alerté des organisations internationales juives. Le gouvernement russe fait circuler un narratif selon lequel les fascistes auraient pris le pouvoir en Ukraine. La participation de nationalistes ukrainiens aux manifestations de la place Maïdan constituerait un indice pour en attester. S'il est exact que des nationalistes étaient présents lors des défilés, l'extrême droite ukrainienne n'a jamais eu l'importance que la propagande russe a tenté de lui attribuer. Ces manifestations ont inspiré une nouvelle génération de journalistes dont certains travaillent aujourd'hui pour Radio Free Europe, Radio Liberty. C'est le cas de Dmytro Djoulaï. Pour lui, le mouvement de Maïdan est à l'origine d'un travail qu'il poursuit encore aujourd'hui. Quand j'ai commencé mon stage à Radio Liberty, les manifestations de Maïdan venaient de commencer. La rédactrice en chef, Inna Kuznetsova, m'a demandé si je savais filmer, parce que nous n'avions pas de caméramen. Et à ce moment-là, ces vidéos étaient d'une grande valeur. C'était la révolution de Maïdan, tout un événement. À vrai dire, je lui ai un peu menti en affirmant que je savais filmer. Mais c'était ça où je laissais passer ma chance de devenir journaliste. Dès les premiers jours, je suis donc allé sur place avec ma caméra. C'est un peu comme si j'avais vécu là-bas pendant 3 mois. J'ai assisté à tous les événements qui s'y sont déroulés. Ces 3 mois m'ont probablement façonné en tant que journaliste. Si je me souviens bien, je n'avais plus que 6% de batterie sur ma caméra. J'avais pressenti que quelque chose allait se passer et qu'il faudrait économiser la batterie. J'ai grimpé sur ce balcon-là. Et soudain, au coin de la rue, une énorme colonne des armées s'est mise en route et a commencé à frapper les manifestants pour les faire reculer. À un moment donné, j'ai dirigé mon objectif vers eux et j'ai vu que les manifestants avaient mis un policier à terre, puis qu'ils avaient arraché sa matraque à un autre qui commençait à s'enfuir. Et puis soudain, l'un des manifestants a jeté des pierres dans sa direction et le policier est tombé inerte. J'ai gardé cette séquence pendant très longtemps. Je l'ai apportée à la rédaction et j'ai demandé à la rédactrice en chef s'il fallait le publier. Je me souviens qu'Inna Kuznetsova m'a répondu que nous ne devions pas communiquer que du positif, mais qu'il fallait toujours montrer les deux côtés. Alors, si c'est ce que j'avais filmé, il fallait le publier.
À mon avis, c'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises en matière de journalisme depuis mon arrivée dans ce métier. Pour les journalistes de la génération Maïdan, l'indépendance de l'information reste le fondement de leur travail, même en temps de guerre. La guerre en Ukraine n'est pas seulement une guerre contre la Russie. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer l'ennemi qui est arrivé sur notre territoire et qui tue des gens. La guerre en Ukraine est aussi une guerre pour les valeurs occidentales, pour l'état de droit, pour la primauté du droit, pour la justice, pour des tribunaux impartiaux et une police impartiale, pour des politiciens honnêtes, pour un gouvernement transparent et responsable. C'est pourquoi on ne peut pas gagner cette guerre en bloquant les médias indépendants. Car tout ce qu'il reste sinon, c'est de la propagande. Je dis toujours qu'il est insensé de gagner la guerre contre la Russie et de perdre l'Ukraine. Pour Nathalie Sedlecka, ne pas perdre l'Ukraine signifie avoir la liberté de critiquer son gouvernement et les autorités, même durant la guerre. Nous accompagnons Dmytro Djoulai lors de la journée de commémoration des morts. Ce jour-là, les Ukrainiens fleurissent et entretiennent les tombes de leurs proches. Ce sont des hommes du village de Gostomel. Celui-ci avait mon âge. Et celui-là a 4 ans de moins que moi. Il y a beaucoup de tombes d'hommes plus jeunes que moi. Ils sont partis et personne ne les fera revenir. Mais moi, je suis là. Je suis toujours avec ce pays. Je suis né en 1991, lorsque l'Ukraine a obtenu son indépendance. Pour moi, c'est comme une autre étape des grands événements historiques que je vis avec ce pays. Et c'est probablement la dernière chance pour l'Ukraine d'obtenir une véritable indépendance. Mon travail, tant que je suis ici, est de parler de ceux que les Russes ont tués. J'aimerais que le nom de ceux qui ont été fusillés par les Russes ne soit pas oublié, qu'il soit cité, et surtout que les coupables soient punis. Je peux peut-être y contribuer, au moins un peu, pendant que je suis encore là dans la vie civile. Ce soir, le présentateur américain Tucker Carlson publiera son interview du président Poutine. Anton Trigoub et ses collègues de la chaîne Ost-West TV se préparent à analyser cet entretien. Quelle était sa réponse? Quelles questions n'a-t-il pas posées? Un des aspects très importants concerne les sujets que le journaliste n'a pas abordés durant l'interview. Il est important de montrer la face cachée des déclarations politiques et de la propagande, et de mettre en lumière la technique consistant à ne pas mentionner l'essentiel, comme pour cacher volontairement une partie de la vérité. Entraîner l'Ukraine dans l'OTAN, c'est encore et toujours un moyen de faire pression. Toutes ces raisons nous ont décidé à mettre un terme à la guerre commencée par les néo-nazis en Ukraine. Pendant ce temps, nous sommes devenus la première puissance économique européenne. On s'arrête là ou vous avez autre chose à ajouter? Non, c'est parfait. La conclusion que j'en tire, c'est qu'avec cette interview, Poutine a pu mettre en avant sa vision de la guerre. À savoir, la Russie se bat contre les nazis et ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Mais l'idée principale que Poutine a voulu exposer dans cet entretien,
se trouve à environ 1 heure et 10 minutes de l'interview. Les États-Unis ont-ils réellement besoin de ça? Et pourquoi? Pour un pays situé à des milliers de kilomètres de chez vous? Vous n'avez rien de mieux à faire? Pour moi, c'est un appel direct aux électeurs américains, puisque Poutine a dit « Vous avez vos propres problèmes aux États-Unis, vous avez une crise à vos frontières. Vous êtes débordés par les migrants, et vous avez une énorme dette publique. Pourquoi alors soutenir l'Ukraine? Elle est à des milliers de kilomètres de chez vous. Tentons de régler ce problème. » Je pense que c'est pour défendre cette idée que Poutine a donné cette interview. Ce jour-là, Anton présente le journal télévisé de la chaîne. L'entretien avec le président russe a été publié à 18 h. Il a été visionné près de 127 millions de fois en l'espace de 18 heures. Si tu entends de la musique, c'est que ça tourne. Bonsoir, je suis Anton Trigoub et vous êtes bien sur la chaîne Ost-West. Nous commençons par l'interview de Vladimir Poutine accordée au présentateur américain Tucker Carlson. Malgré l'insistance de M. Carlson, le président russe n'a jamais justifié son attaque sur l'Ukraine. Il a dit que le but de l'invasion, à savoir la dénazification de l'Ukraine, n'était pas encore atteint. D'après lui, la dénazification comprend l'interdiction des mouvements nazis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée. Quelques heures avant que l'interview ne commence, on s'est installé dans notre salle de réunion et on a créé un jeu de bingo avec les clichés préférés de Poutine, comme la question du genre ou des droits des transgenres en Europe, les toilettes mixtes ou pas mixtes, ou encore les sanctions ne fonctionnent pas, la guerre est menée par l'Occident, ce genre de choses. Il va falloir qu'on parle de ta victoire. Certains jours, l'analyse de la propagande russe n'est supportable qu'avec un peu d'humour. J'en ai 7. Tiens, le feutre pour les corrections. Je vais vérifier, tiens. Alors, il a parlé du milliard d'or, des négociations à Istanbul, des sanctions sans effet, de l'hypocrisie des autorités occidentales, de l'expansion de l'OTAN et de ses provocations, de la fin de la guerre et des nazis en Ukraine. La propagande russe repose sur un petit nombre d'éléments de langage qui sont profondément ancrés dans la propagande de tous les jours. Ils sont l'œuvre d'Alexei Gromov, l'ancien attaché de presse de Poutine. J'avais sélectionné ces 7 points et Poutine les a tous mentionnés. T'as gagné, bingo. Kirilo Ovsiani est expert des investigations en open source, c'est-à-dire dans les recherches basées sur l'exploitation de données publiquement accessibles. Actuellement, il travaille sur les enfants ukrainiens en Russie. Selon l'Ukraine, ils ont été enlevés. Moscou affirme les avoir sauvés. J'écris en ce moment un reportage sur Philippe Golovnia. Il s'agit d'un garçon de 17 ans qui a été emmené de la ville occupée de Marioupol vers la Russie, en passant par la soi-disant République populaire de Donetsk, puis qui a été adopté par Maria Lvova-Belova.
Je regarde maintenant l'histoire relatée par la propagande russe, parce que nous avons de très sérieux doutes quant à sa véracité. Je suis orphelin depuis 2017. Ma mère est morte d'un cancer du poumon et je n'ai pratiquement jamais connu mon père. J'ai été placé sous tutelle. Après un énième bombardement, les tuteurs de Philippe ont préparé sa valise et lui ont annoncé que désormais, c'était chacun pour soi. Ce jour-là, quand je suis rentré, mon tuteur a ouvert la porte et m'a dit « Qu'est-ce que tu veux? Retourne d'où tu viens » et il m'a claqué la porte au nez. Pendant que je lui parlais, je ne sais comment décrire ça, mais j'ai tout simplement ressenti qu'il était à moi, que c'était mon enfant. Je lui dis « Philippe, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me répond « Tu comprends, je n'ai rien, moi. Je n'ai pas de patrie, pas de famille, pas d'avenir. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. » Depuis 10 ans, la propagande ukrainienne florissait dans la ville où tu vivais. Elle passait son temps à diaboliser notre pays. Tu n'as pas eu peur de venir vivre ici? Je me suis dit que peut-être ce n'était pas ce que je croyais, que je m'étais trompé. Une des preuves que nous avons déjà réussi à établir est son adresse, l'endroit où il avait vécu avant le début de l'invasion du 24 février 2022. L'une des premières idées qui me sont venues à l'esprit, puisque je travaille avec l'imagerie satellite, c'est que Philippe aurait pu être chassé de chez lui par ses parents si sa maison avait été détruite comme des centaines d'autres à Mariupol. Ces traces noires sur les maisons sont les traces des dégâts subis par ces bâtiments. Plus tard, nous avons vu que certaines des maisons voisines ont été détruites. Autrefois, ces maisons étaient là, mais elles ne le sont plus. Cela nous permet également de penser que la maison de Philippe aurait pu être endommagée. Et c'était le 28 mars, alors que nous savons que Philippe Golovnia n'a quitté Mariupol qu'au mois d'avril. Ce qui veut dire que ses parents adoptifs auraient difficilement pu l'expulser de cette maison, détruite par l'armée russe. Nous avons ensuite trouvé des photos et des vidéos prises sur le terrain, qui montrent clairement que la maison a été endommagée et détruite. Elle était déjà détruite bien avant que Philippe ne quitte la ville. Cela pourrait indiquer que personne ne l'avait chassé de sa maison, comme le raconte la propagande russe. De plus, nous avons pu établir que ces tuteurs légaux sont toujours en vie. Ils se trouvent à Mariupol. Et le fait que Philippe ait été adopté par Lvova Belova ne peut pas être légal du tout, car il avait des tuteurs au moment où elle l'a adopté en tant qu'enfant sans tuteur. Pour quelle version de l'histoire existe-t-il des preuves? Quelques mois plus tard, le quotidien britannique Daily Telegraph enquête à son tour, indépendamment des recherches de Kyrylo Ovsiany. Et il arrive aux mêmes conclusions. Il s'agit bien d'un récit inventé par la propagande russe. Les journalistes ont pu s'entretenir avec des enseignants, des voisins et des proches. Tous ont déclaré que Philippe vivait dans une famille aimante. Comme lui, d'autres jeunes ont été emmenés loin de Mariupol. L'un d'eux a réussi à fuir. Aujourd'hui, il témoigne de sa peur, du lavage de cerveau qu'il a subi et du fait qu'on lui dictait ce qu'il devait dire. Et il explique qu'il ne parlera pas de son ami Philippe pour éviter de le mettre en danger. Vous voyez ici l'arrivée des enfants du Donbass à Moscou. Ces images de bonheur et de joie dissimulent un travail titanesque de l'équipe de Madame Lvova Belova. Les Russes emmènent des centaines de milliers de nos enfants vers la Russie, selon leur propre dire. Dans la plupart des cas, nous savons qu'ils essaient de leur trouver une nouvelle famille. Et ce, sans tenir compte du fait que ces enfants aient ou non des parents ou des tuteurs en Ukraine ou sur les territoires occupés. Ils ne tiennent pas non plus compte du fait que leurs parents aient été tués par l'armée russe. Donc, malgré tout cela, les Russes essaient de les faire adopter par de nouvelles familles en Russie, ce qui constitue un indicateur de génocide et fait actuellement l'objet d'une enquête menée par la Cour pénale internationale. Dans les mois qui ont suivi la publication de son article, d'autres médias indépendants ont fait état de cas d'enfants et d'adolescents enlevés dans les zones occupées et emmenés en Russie. Ils décrivent les conditions d'hébergement, la manière dont les parents adoptifs et les éducateurs les traitent et l'interdiction faite aux enfants de contacter leurs proches en Ukraine. Autant de preuves qu'il ne s'agit en aucun cas du sauvetage de jeunes mineurs.
Conférence de Munich sur la sécurité. Volodymyr Zelensky sera présent, tout comme Kamala Harris. L'Ukraine sera un sujet clé. Si l'on en croit le communiqué de presse du service fédéral d'application des peines de Russie, Alexei Navalny serait mort dans une colonie pénitentiaire. Il est évident que ça devait arriver un jour. Ouais, mais quand même. C'est un signe fort. Cette nouvelle nous parvient 30 minutes avant l'ouverture officielle de la conférence de Munich. Nous devons vraisemblablement partir du principe que M. Navalny est décédé. Mes pensées vont à sa femme, à ses enfants et à toutes celles et tous ceux qui défendent la liberté en Russie. Quelle que soit l'histoire qu'il raconte, nous devons être clairs. La Russie est responsable. J'ai travaillé pour Alexei Navalny il y a 11 ans. Je le connais donc personnellement. Voici une photo prise en 2018, il y a presque 6 ans. Alexei Navalny et moi en train de boire des White Russian dans un bar à Moscou. C'était quelqu'un d'une volonté inébranlable et avec un grand sens de l'humour. Il était heureux avec sa femme et sa famille. C'est une perte énorme pour la Russie. C'est également une perte énorme pour la démocratie. Parce qu'il était le principal opposant à Poutine. Il représentait le seul espoir pour beaucoup de gens, comme une lumière qui brillerait au bout du tunnel. Pour ceux qui rêvent de démocratie et de changement en Russie. Mais aujourd'hui, cette lumière s'est éteinte. Salut Vladislav. Tu peux l'insérer, n'est-ce pas? Oui, tout est prêt de notre côté. Bonjour, vous êtes bien sur Ost-West. Je suis Vladislav Ivanov. L'homme politique russe Alexei Navalny est décédé aujourd'hui. Voici quelques réactions des habitants de Moscou. La nouvelle de la mort d'Alexei Navalny s'est propagée en l'espace de quelques secondes par téléphone, puis par le bouche à oreille. Les gens sont sidérés, certains tremblent. Personne ne réalise encore ce qui se passe. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a pris la parole durant la conférence sur la sécurité de Munich. Elle a déclaré que le régime russe, le régime de Vladimir Poutine, était faible, qu'Alexei Navalny représentait une réelle menace et que pour cette raison, le gouvernement avait décidé de supprimer son adversaire politique. Je suis quasiment certain que Navalny a été assassiné. Je ne crois pas à cette histoire de maladie du cœur ou je ne sais pas quoi. Mais encore une fois, pourquoi Navalny était-il en si mauvaise santé ? Peut-être parce qu'il a passé 300 jours à l'isolement, dans une cellule en béton, sans voir la lumière du jour. Quand bien même il s'agirait d'un accident, ce que, je le répète, je refuse de croire. Ce serait un accident provoqué par la façon dont Navalny a été traité en prison. Que dirait Navalny en ce moment? Il dirait « Pourquoi vous êtes si triste? Il faut vous battre ».
La vie doit continuer. Si on réfléchit à ce qui s'est passé d'un point de vue logique, il n'est pas étonnant que Navalny ait été tué en prison. Mais sur un plan émotionnel, c'est très dur. D'après moi, l'annonce de la mort d'un adversaire politique ou d'un journaliste provoque la peur, les regrets et la tristesse dans la population. Et je me dis parfois que c'est ça le but de Poutine. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu, même si c'est douloureux et bouleversant. Dmytro Djoulai fait régulièrement du jogging pour se maintenir en forme au cas où il serait mobilisé. Il pense souvent à Zvijivska, un village meurtri par de terribles méfaits. Au premier jour de l'invasion, l'armée russe progresse vers Kiev. La 98e division aéroportée a pour mission de prendre l'aéroport d'Hostomel, proche de la capitale, et de préparer l'assaut sur Kiev. Sur les voies pour quitter l'aéroport, les Russes placent des tireurs qui ouvrent le feu sans distinction sur les voitures des civils qui tentent de fuir. Puis ils établissent leur quartier général à 20 km au nord-ouest, à Zvijivska. Dans les semaines qui suivront, ce petit village sera lui aussi le théâtre d'exactions de l'occupant russe à l'encontre de la population civile. 5 habitants sont torturés et exécutés. Cette histoire m'a tourmenté. Puis j'ai commencé à découvrir que l'on trouvait de plus en plus de personnes tuées qui étaient tout simplement enterrées dans les forêts du village de Zvijivska et aux alentours. Ces gens étaient emmenés près du mur et torturés. Ils n'étaient que des civils ordinaires. Je me suis dit que je devais de toute façon trouver qui était impliqué dans cette affaire et dans les massacres commis dans ce village. Zvijivska est l'une des histoires fortes de cette guerre. Elle a été couverte par l'agence Associated Press. L'ONG Human Rights Watch a produit un rapport sur les crimes de guerre dans lequel elle dénonce les événements survenus à Zvijivska, à Butcha et à Andreevka. Nous allons rencontrer un homme âgé de plus de 90 ans. Le dernier à avoir vu Mykola Moroz, qui avait été brutalement torturé et tué dans le village de Zvijivska. Petro Fedoziovitch? Je m'appelle Dmytro. Je suis journaliste. Je peux m'asseoir ici? Oui, si nous pouvons prendre une chaise. Merci beaucoup. Nous allons rester ici un moment et discuter. Ils vont se mettre là-bas pour filmer. Je vois que ces soldats marchent dans notre direction. Ils entrent et demandent à Mykola « Où est votre téléphone ?» Mykola leur donne le téléphone qu'il avait dans sa poche. Une bêtise, alors qu'il en avait un autre pour le travail. Il sort aussi l'autre téléphone et le leur donne. Il y avait une vidéo dessus. Tout de suite, le militaire demande « Qu'est-ce que c'est ?» Mykola répond « C'est pour le travail. » Le militaire le regarde en disant « Nous vous fusillerons. » Il l'a dit comme ça, devant tout le monde.
Il a dit ça? Oui. Il a dit « Nous vous fusillerons ». Je n'ai pas regardé. Je me suis senti très mal. Ils lui ont mis un sac sur la tête et l'ont emmené je ne sais pas où. J'ai dit « C'est un soutien pour notre famille. Où l'emmenez-vous? Qu'allons-nous faire ?» Pas de réponse. Pouvez-vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi vous dites que c'est un soutien pour votre famille? Il ne m'a rien fait. Je l'ai appelé comme ça pour susciter leur compassion. Et ils ont eu pitié? Quelle pitié! Ils l'ont fusillé. Ça fait mal. C'est dur. Le travail de Dmytro ne se limite pas à consigner les événements. Il cherche aussi à les expliquer. C'est un jardin d'enfants où une unité de la garde russe a stationné pendant l'occupation. J'ai été très surpris quand l'institutrice de maternelle m'a confié ce message de propagande d'un vétéran russe de la Seconde Guerre mondiale, le colonel général Boris Pavlovitch Utkin, qui a participé à la Grande Guerre patriotique. Chers soldats russes, les lâches Ukrainiens qui se cachent derrière le dos des civils comme des terroristes installent des armes dans les écoles et les jardins d'enfants. Ils pilonnent les villages et les quartiers résidentiels. Je répète, ce sont des ordures, ils installent leur base dans les écoles et les jardins d'enfants. Cette allégation est une preuve éclatante de la distorsion du raisonnement des Russes. Car eux aussi, ils installent leurs postes de tir dans des jardins d'enfants. Et ils en font leur base. Ils s'y sont retranchés. Ils ont creusé de nombreuses tranchées. Et en même temps, ils se trouvent ici et lisent que les soldats ukrainiens installent des postes de tir dans des jardins d'enfants et des écoles. Comme eux. Dans la guerre de l'information, Internet est une arme. Mais quand il faut vérifier les informations, la toile reste une source précieuse pour les journalistes. Dmytro a trouvé une photo de l'homme soupçonné d'être le responsable des exactions commises à Dzwijivska. La photo a été prise quelque part dans cette zone. Et ça, c'est la route où des civils ont été abattus et où il a commandé son unité qui a abattu les gens. C'est là. Oui, on va se garer là. Dmytro recherche un témoin oculaire susceptible de pouvoir identifier l'homme sur la photo. Il a rendez-vous avec le maire du village. Je suis désolé, je n'ai pas de réseau téléphonique dans votre village. Où est votre voiture? Là-bas. Nous sommes perdus. Mettez-la ici. Cachez-la. Igor, pouvez-vous nous parler de ce colonel? Comment vous a-t-il abordé? Comment s'est déroulée votre rencontre avec lui? Il saluait les gens en leur serrant la main. Il leur disait « Je suis le colonel Sergueï. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. » On était tous réunis là. Il nous donnait des ordres. « Toi, fais ceci. Toi, fais pas ça. » Il savait parler aux gens, les mettre en confiance. Et les gens l'appelaient simplement le commandant. Prenez ces photos. Pourriez-vous les regarder et dire si vous le reconnaissez? Oui, c'est bien lui. Comment en êtes-vous si sûr? Ce n'était peut-être pas lui. Il n'y a pas de doute. Dites-nous qui c'est. De qui s'agit-il sur la photo? Il se présentait comme étant le colonel Sergueï. Ce sont des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Dans mes conversations avec les gens, j'ai remarqué qu'ils nommaient une seule personne comme étant la plus importante. Ils l'appelaient Yevgeny Yourevitch. C'est ainsi qu'il se présentait.
J'ai cherché Yevgeny Yourevitch sur Google et j'ai trouvé une photo. Il s'agit d'un militaire. Et voici une information intéressante. Regardez. Il s'agit de Yevgeny Yourevitch, un commissaire politique, membre de la 98e division et major adjoint. Le voici à nouveau en train de raconter quelque chose devant les enfants. Il a l'air d'une star des médias. Les élèves de 5e A ont préparé des cartes de vœux faites de dessins et de collages. Une lettre accompagne chaque carte, car aujourd'hui le collège reçoit des invités d'honneur, des vétérans de guerre. Ce n'est pas la première fois que Yevgeny Zolotarev reçoit des messages comme cela, mais il avoue être toujours ému aux larmes. On vous salue, chers combattants. Chaque seconde de votre vie passée à combattre le mal est précieuse pour tous ceux qui aspirent à vivre en paix. Ça fait du bien de recevoir ça quand on est loin de la maison. Croyez-moi, ça fait chaud au cœur. Cette vidéo m'a paru la plus intéressante et peut-être la plus éloquente, car tout y est si calme. L'atmosphère est très paisible. Des enfants dessinent des cartes de vœux destinées aux militaires russes qui ont envahi l'Ukraine. Et quand je vois cette mise en scène, je me souviens des larmes des parents des victimes, alors qu'ils me racontaient comment ils recherchaient leurs proches dans les morgues, en triant les corps. Quand ils ont vu ce pied, par exemple, quand ils ont reconnu des vêtements qui appartenaient à leurs proches. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris que c'était l'un de leurs proches qui avait été assassiné. Et là, comme ils l'ont dit, le monde entier s'est effondré. Cette dissonance, quand je vois ces militaires faire semblant que tout va bien, les émotions me submergent. Et ça ne se limite pas à une seule histoire, il y en a des milliers. Le plus important, c'est que tant que cette guerre continue, ces injustices se multiplient. Mais je pense que ça vaut la peine de rechercher les personnes impliquées, pour qu'à l'avenir, ceux qui voudront commettre ces actes comprennent que dans ce monde, il est très difficile de cacher la vérité. Anton Trigoub et son caméraman Danil Rubanov se rendent en Lituanie pour un reportage. Le but initial de notre visite en Lituanie était de visiter la base militaire de la Bundeswehr dans ce pays et d'observer leurs exercices militaires. Monsieur le ministre, lieutenant-colonel Georgi, 122e bataillon de grenadiers de chars. Ravi. De même. Danil et moi avons eu quelques problèmes avec les autorités militaires locales, parce qu'elles ne nous font pas confiance, étant donné qu'on est des citoyens russes. Ce n'est pas une position officielle. Notre demande d'accréditation a simplement été rejetée sans explication. Il faut dire que devant la menace russe d'attaquer les pays baltes, il serait un peu étrange pour eux d'inviter des journalistes de nationalité russe à visiter une base militaire. On va interviewer Andrius Kubilius, l'ancien Premier ministre de Lituanie. C'est pour ça que je vais passer une chemise. Andrius Kubilius est membre du Parti conservateur. Il a été 2 fois Premier ministre et il est actuellement député au Parlement européen. Il milite en faveur de l'aide européenne à l'Ukraine. C'est les élections en Russie, alors. Je pense qu'ici, c'est mieux. D'accord. Comment ça fonctionne, cette rhétorique poutinienne? Nous devons non seulement apprendre à défendre notre territoire, mais nous devons également veiller à préserver notre cœur et notre raison. Car certaines tentatives du Kremlin d'envahir nos esprits sont particulièrement pernicieuses et difficiles à déjouer.
Je vous remercie, Monsieur Kubilius, d'avoir trouvé du temps pour cet entretien. Le lendemain, les deux journalistes se rendent dans le corridor de Suwałki. Vilnius est situé quelque part par ici, et nous devons nous rendre là, dans le corridor de Suwałki. Il s'agit d'une toute petite bande de terre à la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Si la Russie voulait envahir les États baltes, elle commencerait probablement par franchir le corridor de Suwałki. Le corridor de Suwałki, large d'environ 65 km, est la seule liaison terrestre entre les États baltes et le reste du territoire de l'OTAN. Militairement, ce corridor est considéré comme un point faible. En cas de conflit, la Russie pourrait en effet l'occuper et ainsi rattacher son enclave fortement militarisée de Kaliningrad au territoire de son allié biélorusse. Ce sont des transporteurs de chars. Théoriquement, nous pouvons être rejetés à cause de notre pays d'origine. Et ça me paraît tout à fait logique. Ce serait une réaction tout à fait compréhensible, car c'est effectivement notre pays qui a commencé tout ce bordel. Cela dit, et je le répète, à aucun moment je n'ai été confronté à la haine. Personne n'a insinué que je ferais mieux de quitter le pays. C'est plutôt le contraire. Heureusement que les gens n'ont pas perdu leur libre arbitre, malgré les tentatives de Poutine de dresser le monde civilisé contre sa population. Mais il continue de s'acharner dans cette voie. Excusez-moi, je peux vous parler? J'ai l'impression que les gens ici se méfient de la caméra. Là-bas, il y avait des enfants à la fenêtre. Mais ils ont disparu d'un coup. Je ne parle pas très bien russe. D'accord, merci. Peut-être connaissez-vous quelqu'un avec qui on pourrait discuter? Merci. Est-ce que la possibilité d'invasion du couloir de Suwałki par la Russie vous préoccupe? Oui. On y pense de temps en temps. Si les Russes viennent, ils vont tout détruire ici. Que doivent entreprendre les gouvernements lituaniens, occidentaux, européens et américains? Que doivent-ils faire? L'Europe doit aider l'Ukraine. Sans son aide, ce serait la fin. Je suis inquiète pour nous. Si les Russes venaient, ce serait terrible. On va devoir se défendre avec des pelles. On est au courant de tout. On regarde la télé. C'est mauvais. On espère éviter la guerre. Pourquoi pensez-vous que la guerre est inévitable? Si l'Ukraine tombe, alors tout devient possible. Ce serait la guerre ici aussi, probablement. La Russie veut étendre son territoire. Et même si elle rate son coup en Ukraine, elle essaiera quand même d'attaquer les États baltes. On est dans l'OTAN, alors je ne pense pas qu'ils le feront. Mais le risque existe. Écoute, on dirait que les gens ici vivent leur vie. Qu'ils sont dans leur monde. Et bien sûr que toutes ces histoires de guerre restent quelque chose de lointain. J'espère que ça restera comme ça. J'aime bien leur état d'esprit stoïque.
Ils te disent « Oui, ça nous inquiète. Oui, la menace est réelle, mais ça ne sert à rien de ressasser. Ça ne va rien changer. » Dmytro Djoulai poursuit ses recherches sur les événements de Zvijivska. Dans chaque travail d'investigation, l'usage est de donner aux personnes incriminées l'occasion de s'exprimer avant publication de l'enquête. Pour cette confrontation, il bénéficie de l'aide d'un collègue qui, contrairement à lui, parle couramment russe. Une condition indispensable pour cet entretien. Il faudrait que tu m'aides à les appeler pour essayer de leur demander leur avis sur le massacre de civils. Pas de problème. Il faut montrer aux téléspectateurs qu'il s'agit bien de cette personne. Donc, en général, quand on appelle, on leur demande leur nom. Oui. Ça confirme qu'on appelle la bonne personne. Je pense que ça donne plus confiance aux spectateurs. Et ensuite, on enchaîne. J'espère qu'on parviendra à les joindre. Je l'espère moi aussi, on va essayer. On va appeler Yevgeny Yurevitch Zolotarev. Il a une belle photo, mais son travail n'est pas très beau. Allô, Yevgeny Yurevitch, bonjour. Oui, je vous écoute. Nous avons regardé votre intervention dans les écoles où vous louez les exploits de l'armée russe. On aimerait préciser une chose. Pourquoi ne parlez-vous pas aux écoliers des massacres en série de civils ukrainiens commis dans le village de Zvijivska dans la région de Kiev, le village dont vous étiez le chef? Chef de quoi? Vous étiez dans le village de Zvijivska, dans la région de Kiev. Vous vous êtes autoproclamé chef du village, où il y a eu des exécutions en série de civils. De nombreux habitants vous ont reconnu. Quoi? De nombreux habitants de ce village vous ont reconnu, Yevgeny Yurievitch. Allô? Comment? Il a raccroché. Il a raccroché, c'est ça? C'était bien sa voix. Oui, c'est bien sa voix. C'est lui à 300%. Et c'est bien sa photo. Tout ça, c'est lui. Appelons Sergei Viktorovitch Kazayevitch, le colonel. C'est parti. Il commandait les milices spéciales russes dans le kraï de Krasnoïarsk. Il se faisait appeler le commandant de Zvijivska. Enregistrons-le, mes amis. C'est bon, on entend tout. Allô? Allô? Allô, Sergei Viktorovitch, bonjour. On aimerait savoir pourquoi 5 hommes ont été fusillés dans la cour d'une grande maison dans le village de Zvijivska, dans la région de Kiev, le village dont vous étiez le commandant. Vous cherchez à parler à qui? Vous venez de confirmer être Sergei Viktorovitch, colonel de l'unité spéciale de Krasnoïarsk. Vous vous êtes trompé de numéro. Vous venez de confirmer être Sergei Viktorovitch. Allô? Allô? Mauvais numéro, dit-il. Alors, je le rappelle encore une fois? On essaie encore une fois. Je pourrais peut-être lui dire que... Peu importe. On essaie encore une fois. D'accord, d'accord. Il ne décrochera plus.
La veille du dimanche électoral en Russie. Je ne sais pas dans quelle ville ça s'est passé. Oui, je l'avais vu. C'est vrai? À vrai dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suppose que le militaire a été appelé pour empêcher la destruction des bulletins et s'assurer que tout est en ordre. D'une certaine façon, ces images sont collector. On entend la voix d'une dame qui dit « Et c'est comme ça toute la journée ». A priori, c'est elle qui filme. Évidemment que je vais cocher les noms des deux candidats et donc rendre le bulletin nul. Pourquoi tu penses que c'est important? On sait déjà quel sera le résultat des élections. C'est évident que des bulletins pro-Poutine seront rajoutés. Mais pourquoi ne pas rendre la tâche plus pénible à ces gens? Ça au moins c'est en mon pouvoir. Il est clair que Poutine incite le peuple à aller voter, à se déplacer aux urnes. Il fait des vidéos où il exhorte les gens à exprimer leur choix citoyen. C'est très important pour lui que le maximum de personnes se déplacent dans des bureaux de vote, parce que ça lui donne une certaine légitimité. Je ne pense pas qu'on devrait perdre du temps pour ça. Si j'étais en Russie en ce moment, je serais allé à mon bureau de vote à midi, juste pour rendre hommage à Navalny. Pour le dire autrement, voter ou ne pas voter, il ne s'agit pas de changer la situation en Russie, mais de trouver la façon d'apaiser sa conscience. Là-dessus, je te rejoins. Moi, j'apaise ma conscience en me disant que je ne participe pas à sa légitimation. Toi, tu apaises ta conscience en t'assurant que ta voix ne sera pas récupérée. Non, même depuis l'étranger, je continue à exprimer ma position citoyenne. Le lendemain, interview avec un journaliste russe en exil. Ce serait cool si vous pouviez être assis de manière décontractée. Il est évident que où que tu sois, tu n'es pas en sécurité à 100%. Chez nous, à cette parcette, tout comme dans d'autres médias, il existe certains protocoles de sécurité aussi bien juridiques que physiques. Il me semble que le régime de guerre hybride, que les autorités russes utilisent très activement ces dernières décennies, signifie que, où que tu sois, tu es dans une zone à risque. Et encore une fois, si tu as été désigné comme cible, il est fort probable que tôt ou tard, il t'atteigne. Mais d'un autre côté, il est impossible de vivre dans une peur latente. Et les gens qui ont quitté la Russie l'ont fait pour échapper à ce sentiment de peur et d'incertitude. Ici, ce sentiment d'insécurité est beaucoup moins présent. Je sais aussi que je ne suis pas Léonid Volkov. Je sais exactement ce que nous pouvons faire en tant que journalistes. D'abord, nous pouvons parler et surtout défendre certaines valeurs dans nos articles. Ces valeurs, ce sont les droits humains, l'autonomie du citoyen par rapport à l'État et l'attachement aux principes démocratiques. Il ne s'agit pas de penser que la majorité a raison, mais de souhaiter que la démocratie tienne compte de l'avis de chaque citoyen. La démocratie, c'est prendre en compte l'avis de la majorité, aussi bien que celui de la minorité. Nous pouvons continuer à dire la vérité. Nous pouvons continuer à nous appuyer sur des faits. Ensuite, ce que nous pouvons faire d'autre, c'est dire aux gens qui sont restés en Russie et qui partagent ces mêmes valeurs qu'ils ne sont pas seuls. À l'heure actuelle, le journalisme indépendant en Russie est dans un état déplorable. Il faut dire qu'il est réprimé depuis le début des années 2000.
Mais en plus, aujourd'hui et depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a une censure militaire. Tout ce qui ne correspond pas à la propagande officielle russe peut être considéré comme fabrication de fake news sur l'armée russe. On peut facilement se retrouver en prison pour 15 ans pour ce simple motif. Il est 11h36 et il reste 24 minutes avant le début de la manifestation Midi contre Poutine qui doit se tenir devant l'ambassade de Russie. Dimanche à midi, des files d'attente se sont formées devant des bureaux de vote en Russie et devant des ambassades du monde entier. Des figures de l'opposition, dont Alexei Navalny, ont demandé aux Russes de se rendre aux urnes à midi en signe de protestation. Avant sa mort, Navalny avait appelé les Russes à voter nul ou pour n'importe quel autre candidat que Poutine. C'est une sorte de manifestation contre Poutine et son régime. Mais une manifestation qui n'a rien d'illégal, puisque Poutine lui-même veut que tout le monde se rende aux urnes pour voter. Il est écrit « Poutine a tué Navalny ». Et là, ce n'est pas une mort, mais un meurtre. Anton, je propose de filmer d'abord la file d'attente. D'accord. Après, tu les rejoindras et tu leur demanderas qui a l'intention de voter ou combien de temps êtes-vous prêt à attendre. D'accord, ça marche. Super, alors fais le tour pendant que je fais quelques prises. Je constate que vous êtes bénévole ici. Quel est votre rôle? Nous interrogeons les gens à la sortie de l'ambassade afin de savoir à quel candidat ils ont donné leur voix. Ils peuvent partager cette information avec nous s'ils le souhaitent. À la fin de la journée, après la fermeture des bureaux de vote, nous donnons un aperçu des premiers résultats par secteur. Quel est votre but? Souhaitez-vous éviter ainsi la fraude électorale? Non, c'est mission impossible. On cherche plutôt à comparer les estimations officielles avec la réalité du scrutin. Veuillez m'excuser. Monsieur, arrêtez de me photographier, s'il vous plaît. Monsieur, je vous le demande gentiment. Je dois appeler la police? Monsieur. Tout le monde filme ici. Je ne vous ai pas donné mon autorisation. Dois-je aller voir la police? Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait discuter ensemble? J'ai rien à vous dire. J'ai seulement quelques questions. Désolé, mais vous me filmez. Cette personne me filme sans mon autorisation. Le bénévole signale l'incident aux policiers. Ces photos sont pourtant légales. Les personnes venues voter à midi participent à un événement public. Les raisons pour lesquelles cet homme prend ces photos resteront mystérieuses. Je vois. Excusez-moi, vous représentez quel média? Vous êtes journaliste? Bénévole peut-être? Vous êtes trop curieux. Vous avez déjà un bénévole, alors questionnez-le. Pourriez-vous nous dire? Vous êtes de quelle chaîne? Ost-West, c'est une chaîne d'infos allemande dans langue russe. D'accord, intéressant. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? En fait, c'est en soutien à l'action qui se déroule en Russie en ce moment même. Là-bas, les gens n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent aller voter, sinon leur présence à l'extérieur est considérée comme participation à une manifestation non autorisée. D'où l'idée de cette action, se réunir tous en même temps et faire ce qu'on a le droit de faire.
Selon moi, c'est un acte de soutien à tous ceux qui essaient de résister et de s'opposer à Poutine. En fait, c'était en quelque sorte la dernière volonté d'Alexeï que les gens rejoignent cette action. Nous votons contre Poutine. Ça veut dire donner sa voix à n'importe quel autre candidat, ou bien rendre le bulletin nul. Et vous, quel est votre choix? Le bulletin nul ou le vote pour un adversaire? Ma conscience ne me permet pas de donner ma voix à un autre parasite. Je rendrai le bulletin nul, comme ça personne n'aura ma voix. Je vous remercie. Merci. On continue ou on a ce qu'il nous faut? Allons interroger encore quelques personnes. Peut-être que cette fois-ci, on pourrait interroger les derniers arrivés. Faisons un tour. J'ai cru apercevoir une dame qui donne l'impression d'être pro-Poutine. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Nous sommes la chaîne d'info russophone Ost-West. Nous sommes venus de Berlin pour filmer les élections. Seriez-vous d'accord pour nous accorder un commentaire? Vous avez le choix devant vous? Et si c'est vous qui m'intéressez? Alors ce serait pour une autre fois, et ailleurs, d'accord? Et pourquoi pas maintenant? Là, je n'ai pas envie, il fait froid. Entendu. Je trouve ça cool. Ça veut dire rue du héros ukrainien. On peut filmer ici. Sinon, on s'approche des grilles. Comme ça, on aura le blason et le drapeau dans le cadre. Prêt? D'accord, on attend un peu. Lisez-moi ça. C'est n'importe quoi. Excusez-moi de vous déranger. Je vous ai entendu parler russe. Nous faisons partie de la chaîne d'info russophone Ost-West. Seriez-vous d'accord pour partager avec nous la raison de votre présence ici aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Je fais des streams pour montrer aux gens les absurdités qu'on propage ici. Et voilà. De quelles absurdités parlez-vous? C'est à moi de vous poser la question. J'ai déjà compris quelle était la chaîne que vous représentiez. Mais vous êtes d'où? D'origine? Oui, de quelle ville? Je suis de Moscou. De Moscou? Oui. Alors je vais éviter de vous parler, car je ne sais pas de quel bord politique vous pouvez être. Mais de quel bord il faut que je sois alors? Je ne sais pas de quel bord vous êtes. Comment voulez-vous que je le sache? Et vous, de quel bord êtes-vous? De quel bord je suis? Ça me regarde et je n'ai aucune obligation de discuter de ça avec vous. Ce sont mes affaires. Mais je peux te dire ceci. Notre pays n'est pas tout à fait démocratique. Et pour cette raison, il vaut mieux rester discret. Vous parlez de la Lituanie? Je parle de la Lituanie, bien sûr. Moi, je viens de Lituanie. Je n'aime pas du tout votre chaîne en particulier. Et pour quelle raison? Parce que vous diffusez trop de mensonges. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Pour dire la vérité aux gens. Dire quoi comme vérité? Je diffuse des streams, comme ça les gens jugent d'eux-mêmes ce qui se passe en Lituanie. Un dernier commentaire, s'il vous plaît. Je vous ai vu filmer le panneau et dire que c'était des absurdités. Pouvez-vous développer? Viens, je vais te montrer, c'est évident. Regarde. Le nom. Qu'est-ce qui est marqué en ukrainien? Rue des héros d'Ukraine. De qui on parle, au juste? Quel est votre nom? Ça n'a pas d'importance. Entendu, merci. Compte tenu de l'essor des réseaux sociaux et d'Internet, il est très difficile de lutter contre les fake news. C'est très facile de raconter des mensonges. Il suffit de prendre son téléphone ou d'écrire ce que l'on veut. À l'inverse, quand on veut expliquer pourquoi telle déclaration se base sur de fausses informations, la tâche est plus complexe. Il faut faire des recherches. Et ça, c'est un travail ardu. Participer aux soi-disant élections du président de la Fédération de Russie. Nous avons décidé d'interroger celles et ceux qui se sont déplacés aux urnes. Anton Trigoub publiera tous les témoignages qu'il a recueillis. Après environ 1 an de recherche, 120 interviews de témoins et 3 mois de tournage et de montage, Dmytro va publier son film sur les événements de Tsivychska
sur la chaîne YouTube de Radio Free Europe, Radio Liberty. Depuis le début de la guerre, la chaîne enregistre un nombre important de connexions à ses pages web via un VPN, un logiciel qui permet de surfer sur le net de manière anonyme. Cela pourrait indiquer que des internautes russes utilisent ce site pour s'informer. Je veux juste que tout soit parfait et précis, car beaucoup d'efforts ont été entrepris. Je ne voudrais pas qu'une petite chose vienne compromettre quoi que ce soit. Je dois souvent faire un gros travail de relecture. C'est une histoire de l'occupation du petit village de Tchvijivska. Le moment est venu. Nous téléchargeons notre film. Nous appuyons sur le dernier bouton et bientôt ce sera diffusé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Le mot « content » n'est pas vraiment approprié. Mais quand même, je suis content. Quand je termine un dossier, j'ai envie de tout enterrer. Parce que tous ces gens, ces larmes, c'est toute une mer de larmes humaines. Je dois y plonger et m'accrocher pour ne pas m'y noyer. Après la publication de son reportage, Dimitro a remis les résultats de ses investigations à la police. Plusieurs personnes qu'il a identifiées font actuellement l'objet d'une enquête pour crimes de guerre présumés. Attention tout le monde, c'est les sirènes. En cas d'alarme, il faut descendre se mettre à l'abri. La Russie ne se contente pas de discréditer le travail du service ukrainien de Radio Free Europe. Les journalistes sont personnellement ciblés, figurent sur des listes. Mais ils refusent de se laisser intimider, ni par les attaques médiatiques de la Russie contre leur travail, ni par les missiles envoyés sur leur pays. Retour à Berlin, dans les studios d'Ost-West TV. Qu'est-ce qui pousse des exilés à écrire contre le gouvernement pour informer leurs compatriotes? Qu'est-ce qui motive Anton Trigoub? Ce doit être l'espoir. Et aussi la conviction qu'après les heures les plus sombres, le soleil se lèvera à nouveau. Mais d'ici là, il y aura encore de nouvelles conférences de rédaction, d'autres interviews et d'autres échéances.